Un dimanche en campagne, c'est le grand angle de ce dimanche 22 mai. Il aura fallu un mois pour qu'Emmanuel Macron choisisse une nouvelle première ministre, un mois pour que soit formé un nouveau gouvernement, auquel l'opposition reproche déjà de n'être ni novateur ni audacieux. Macron 2 s'annonce-t-il comme Macron 1 à 3 semaines du premier tour des élections législatives. Un dimanche en campagne, c'est notre grand angle politique avec vous ce soir, Richard Verly. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le correspondant à Paris du quotidien en ligne suisse Blick. Question traditionnelle, quelle séquence vous retenez Le départ de Jean-Luc Le Drian, le départ de Jean-Yves Le Drian, remplacé par Catherine Colonna, 5 ans à la Défense, 5 ans aux Affaires étrangères. Il était quelque part le visage de la France à l'étranger. Et le voir partir, c'est quand même un moment d'émotion. C'est un symbole ? C'est un symbole parce qu'il était aussi l'un des grands ralliés du Parti Socialiste à Emmanuel Macron. Et de ce point de vue-là, c'est peut-être un échec, car on a bien vu que l'aile gauche de la Macronie a largement cédé devant l'aile droite. Parce que quand on est ministre des Affaires étrangères, par définition, on s'occupe du monde, des relations internationales, pas de la cuisine politique domestique, c'est peut-être ce qu'on peut lui reprocher. On va continuer à décrypter tout ça, mais je vous propose tout d'abord qu'on revienne sur une semaine en campagne. Le résumé est signé Dimitri Porte. Après 3 semaines d'attente, cette semaine politique, c'était surtout lundi, en début de soirée, Elisabeth Borne succède à Jean Castex à Matignon. Elle vient d'être nommée Première ministre. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ces fonctions, Édith Cresson. Et peut-être je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves ». Emmanuel Macron cherchait une perle rare, une femme de gauche, écolo, avec une sensibilité sociale et apte aux réformes difficiles. Il paraît qu'il voulait la chiracaine de droite, Catherine Vautrin. Mais ses amis politiques lui ont conseillé de barrer à gauche. Ce sera donc à Matignon, Elisabeth Borne. Et ça ne plaît pas à Jean-Luc Mélenchon. Madame Borne serait une femme de gauche. Alors, peut-être qu'elle peut le penser, mais nous ne lui accordons pas ce label. De gauche à droite, à l'Élysée, pendant 4 jours, on ratisse large pour former le gouvernement. Et ça prend du temps. Mais vendredi, Alexis Collère s'avance sur le perron de l'Élysée. Ministre délégué. Du changement dans la continuité. Le maire, Attal, Darmanin, Dupond-Moretti restent. La bonne prise du jour, c'est Damien Abad. Le républicain claque la porte de son parti pour devenir ministre. La grosse surprise de ce gouvernement, c'est Pape Ndiaye. L'historien est nommé à l'éducation et la jeunesse. Et ça, c'est pas du tout du goût de l'extrême droite. La nomination de Pape Ndiaye, indigéniste assumé, à l'éducation nationale, est la dernière pierre de la déconstruction de notre pays, de ses valeurs et de son avenir. Pour Elisabeth Borne, le plus dur commence. Conduire les élections législatives, surtout être élu dans le Calvados, pour espérer rester à Matignon. Paolo Levi, bonsoir. Vous venez de nous rejoindre. Vous êtes le correspondant en France de l'agence de presse italienne ANSA. On vient de le voir, on a beaucoup attendu. Tout ça pour ça ? Oui, mais c'est quand même un gouvernement qui, au moins sur la carte, semble être armé pour affronter la période difficile qu'on doit traverser en France comme dans le reste de l'Europe. En Italie, on a surtout pris note de la première ministre Elisabeth Borne, qui est assez connue en Italie dans le sens que quand elle était ministre des Transports, elle a beaucoup œuvré pour travailler au chantier de la Lyon-Turin, qui est un chantier crucial pour rapprocher nos deux pays et pour interconnecter l'Europe. Et ensuite, Catherine Colonna, qui est un petit peu le visage de la France en Europe et à l'étranger, ministre des Affaires étrangères, qui est une vieille connaissance pour l'Italie, parce qu'elle était ambassadrice de France à Rome, au Palais Farnèse, et elle aussi, elle a dédié une bonne part de sa vie
à rendre les relations entre nos deux pays toujours plus étroites. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce nouveau gouvernement, il est paré à quoi? Parce qu'on ne le dit pas assez audacieux, enfin la composition n'est pas assez audacieuse, on refait du neuf avec du vieux. D'abord, n'oublions quand même pas que c'est un gouvernement en partie provisoire, puisque selon les résultats des élections législatives, il va être remanié. Et notamment, si certains de ces ministres qui sont candidats perdent leur siège ou ne sont pas élus, il est peu probable qu'ils reviennent. Donc y compris la Première ministre. Y compris la Première ministre. Encore que dans son cas à elle, peut-être qu'il y a une espèce d'exception qu'Emmanuel Macron lui a déjà promise, ça bien évidemment on ne le sait pas. Mais c'est de l'intérim. Voilà, pour l'instant c'est un gouvernement intérimaire. Moi ce que je retiens de ce gouvernement c'est deux choses. D'abord, un coup politique, Emmanuel Macron adore ça, on le sait. Il l'avait fait dans le passé avec Dupond-Moretti, là il le fait avec Pape Ndiaye à l'éducation. C'est un visage bien évidemment qui symbolise le renouveau et c'est un enseignant, quelque part ça veut dire aux enseignants qu'on va leur redonner la clé de ce ministère parce que Jean-Michel Blanquer les avait quand même beaucoup brusqués. Pour le reste, c'est la continuité mais c'est surtout trois ministres que je retiens qui sont sur le registre de l'autorité. Darmanin, l'autorité à l'intérieur. Le Maire, l'autorité aux finances à une époque où l'inflation commence à tout faire bouger. Et Dupond-Moretti, l'autorité sur les juges, parce qu'il est en posture précaire à cause de la Cour de justice de la République, mais on sait qu'il tient son ministère et c'est sans doute ce que voulait Emmanuel Macron. Le ministre de la Justice scruté par la justice. Il y a peut-être, vous allez me le dire, est-ce que c'est déjà le premier couac de ce nouveau gouvernement? Damien Abad, deux femmes ont témoigné contre le nouveau ministre de l'Autonomie, l'accusant de viol au début des années 2010. Il conteste avec la plus grande force. Est-ce que donc c'est le premier couac de ce gouvernement peut-être? Mais oui, c'est une histoire qui puise ses racines dans le quinquennat précédent. Donc c'est des squelettes prétendus tels dans l'armoire. On va voir si elles sont confirmées ou pas par la justice. Et donc, par exemple, que ce soit lui ou que ce soit la justice, il ne fallait pas les nommer à ces postes? C'est à la justice de se prononcer. Combien de fois il y a eu des affaires qui ensuite se sont révélées de l'OFPRA. La jurisprudence d'Emmanuel Macron, dans ces cas, elle est très claire. Il avait soutenu Nicolas Hulot, rappelez-vous. Il soutient Éric Dupond-Moretti puisqu'il le reconduit dans ses fonctions alors qu'il a une comparution attendue devant la Cour de justice de la République. Et il est probable qu'il va soutenir Damien Abad. Il soutenait aussi Gérald Darmanin, puisque Gérald Darmanin avait eu le même type d'histoire. Donc moi, je ne m'attends pas à ce que Damien Abad démissionne, surtout après avoir rallié la Macronie. Maintenant, quant à la réalité des faits qui lui sont reprochés, attendons. Il est quand même surprenant que ça apparaisse et qu'apparemment le gouvernement ou l'Élysée n'en ait pas été informé. Ça apparemment, extrêmement surprenant. LREM et LR auraient été au courant. Mais bon, ça on va voir dans les prochains jours ce qui se dit, comment ça se précise. Elisabeth Borne, 25e chef de gouvernement, mais seulement la seconde femme à occuper ce poste. Elle est historiquement proche du Parti socialiste. La choisir, est-ce que c'est ancrer le début de ce quinquennat un peu à gauche quand même? Mais c'est clair qu'Emmanuel Macron a voulu envoyer un message à la gauche et même, je dirais même à tous les électeurs, parce qu'on a vu que quand même aux élections présidentielles, il a gagné, mais il a gagné dans une forme de cordon sanitaire anti-Le Pen, même si réduit par rapport aux élections précédentes. Donc il devait absolument envoyer un message et je pense qu'Elisabeth Borne, quoi que l'on dise Jean-Luc Mélenchon, qui prétend pouvoir avoir le droit de dire qui est de gauche ou pas, c'est une femme de gauche, elle a tout un parcours républicain très méritocratique. C'est vraiment, au moins vu de l'étranger, c'est une personnalité qui a tous les numéros pour pouvoir endosser ce rôle. Et chapeau à Elisabeth Borne pour son parcours. Alors moi, je différais un petit peu. Je ne pense pas qu'elle ait été nommée pour incarner la gauche. Autant Pape Ndiaye, lui, clairement, a été nommé pour incarner une ouverture, y compris sur les thèses woke, etc. C'est la polémique du moment. Je pense que Elisabeth Borne, d'abord, c'est la confiance. Ça fait quand même 5 ans qu'Emmanuel Macron travaille avec elle dans différents ministères. Il a pu apprécier la manière dont elle travaille. Elle a une réputation de ténacité, de dureté aussi. Elle tient ses dossiers. On va le rappeler pour nos téléspectateurs, elle a mené 2 réformes clés du premier quinquennat, chômage et SNCF. Absolument. Et des réformes qui n'étaient pas nécessairement populaires. Donc je crois qu'il y a la volonté d'Emmanuel
Macron d'avoir quelqu'un qui, en gros, va savoir tenir l'appareil gouvernemental, mais disons-le aussi, qui ne lui fera pas d'ombre, parce que c'est une femme discrète, Elisabeth Borne, donc elle reste dans ce registre dont on a bien compris qu'il était le registre préféré d'Emmanuel Macron, c'est le collaborateur en chef. Elle est la collaboratrice en chef du président. Ce qui vous fait sourire, Paolo. Elisabeth Borne l'a annoncé, le premier projet de loi qu'examinera l'Assemblée nationale portera sur le pouvoir d'achat. C'est une thématique que Marine Le Pen a développée et dont elle s'est emparée pendant la présidentielle. Donc là, c'est un message très clair. Il y a une vraie question aujourd'hui. On l'avait vu pendant la campagne des présidentielles. Le pouvoir d'achat était devenu le premier sujet de préoccupation des Français. Donc, il est assez évident que le nouveau Premier ministre prenne à bras le corps ce sujet-là. Et après, dans une interview qu'elle a donnée aujourd'hui au journal du dimanche, elle parle aussi des autres priorités, notamment l'écologie. Et après, il y a aussi des chantiers plus vastes, comme les chantiers européens aussi. Sur l'écologie, ce gouvernement, est-ce qu'il est convaincant ? Je ne crois pas. Je crois que quand on voit les deux portefeuilles écologiques, puisqu'il y en a deux, un sur la transition énergétique et l'autre sur la transition écologique territoriale, les deux titulaires, ce sont Agnès Pannier-Runacher, ancienne ministre de l'Industrie et qui a fait toute une carrière dans la finance avant d'entrer en politique, et de l'autre Amélie de Montchalin, qui est une pure technocrate. Très franchement, si je suis sympathisant des Verts et un acharné de la clause climatique, je ne crois pas que ces deux dames vont changer les choses. Oui, je suis assez d'accord. En même temps, on avait eu la Ferrari des écologistes, Nicolas Hulot, qui était vraiment l'incarnation même de la lutte pour le climat. Et les résultats ont été assez médiocres. Il a même démissionné. Donc, moi, je pense que cette question écologique, voilà, ça revient aussi à chaque citoyen, chacun d'entre nous, de la prendre à bras le corps dans notre petite sphère. C'est fou qu'à Paris, par exemple, il n'y ait pas encore des déchets organiques. Même en Italie, désormais, on fait la part des choses et on jette les déchets alimentaires dans un sac qui ensuite est réutilisé pour faire l'énergie et tout. À Paris, ça n'existe pas encore, même en Italie. Donc, on va s'intéresser à un autre dossier, parce que ça sera le gros dossier aussi de ce gouvernement. La réforme des retraites s'annonce comme un dossier lourd de ce début de quinquennat. Elle sera normalement portée par Olivier Dussopt, Travail, Damien Abad, Solidarité. Là aussi, la composition du gouvernement nous dit quoi sur la façon dont sera abordé ce chiffon rouge, en fait, pour la Macronie ? Je crois qu'Emmanuel Macron a compris que c'est une réforme, enfin il le savait, que c'est une réforme extrêmement symbolique et qu'il va falloir parler clairement. L'une des caractéristiques de la précédente réforme qui n'a pas abouti, c'est qu'à la fin, plus personne n'y comprenait rien, avec tous ces différents objectifs. Donc je crois que là, il va y avoir un objectif de simplification. Damien Abad, quand vous le connaissez un peu, c'est quelqu'un qui sait parler clairement, il sait parler au territoire, il en vient du département de l'Ain, qui n'est pas très éloigné de la Suisse, et je pense que beaucoup va reposer sur lui et sur sa capacité de conviction. Olivier Dussopt, il arrive du budget, autrement dit, c'est un homme de chiffres, donc on a là une épure. Il ne s'agit plus de rigoler, il faut fixer des marqueurs, sans doute par la négociation, mais on ne va pas repartir dans une grande réflexion sur quelle retraite faut-il pour la France. On va sans doute prendre 2 ou 3 décisions, genre un âge pivot et puis quelques conditions clés. On va parler de l'opposition quand même maintenant. La NUPES a présenté un programme commun de plus de 650 propositions, malgré des divergences sur le nucléaire et l'Union européenne. L'idée n'a pas été d'aboutir à une fusion idéologique, a déclaré le patron Jean-Luc Mélenchon. Si, quand même, ça serait bien qu'il y ait un petit peu de points de convergence sur ces questions-là. Qu'est-ce que vous en dites ? Écoutez, oui, pour l'instant, c'est une union que tout oppose. C'est une union impossible, c'est-à-dire que c'est une union qui voit un parti, franchement, comme celui de Jean-Luc Mélenchon, qui propose des solutions nationales. C'est un parti nationaliste de gauche, mais qui reste nationaliste, qui s'unit à 2 partis éminemment européistes, comme le Parti socialiste, fondé par Jean Jaurès, qui a toujours prôné pour l'universalisme, et Europe Écologie Les Verts, qui est un parti européen par excellence. Donc, je ne sais pas comment cette union va tenir. Vous évoquez la presse dominicale. selon un sondage paru aujourd'hui, près de 6 Français sur 10 jugent possible que la gauche l'emporte. Vous en dites quoi ? C'est assez logique. Vous savez, après la réélection d'Emmanuel Macron, 58,5%, c'est net, mais il y a parmi ces électeurs beaucoup d'électeurs par défaut, c'est-à-dire qui s'opposaient à Marine Le Pen. Donc il est logique que les Français se disent on voudrait choisir et on pourrait choisir. Maintenant, plus on va se rapprocher du moment du vote, c'est un peu ce qui s'est passé avec la présidentielle. Rappelez-vous, les sondages mettaient Emmanuel Macron au début nettement plus bas. Ça avait un peu augmenté. Il a fini à 58%, c'est-à-dire largement au-dessus de l'étiage. Je crois que c'est aussi... Finalement, c'est la part de rêve et c'est là-dessus que joue Mélenchon. C'est la part de rêve
populaire de gauche de la France. C'est dans 3 semaines les législatives. Premier conseil des ministres demain lundi. Richard Verly, Paolo Levi, merci beaucoup à vous deux d'être venus dans 64 minutes. Et un mot encore, vous êtes nombreux évidemment à nous regarder à travers le monde. Je vous renvoie vers notre site internet. Vous y trouverez un mode d'emploi pour le vote des Français de l'étranger.